Bienvenue à tous dans notre toute première édition de Touche pas à ma pétanque, une émission de débat et de divertissement autour de notre sport favori, la pétanque. Donc sans plus attendre, je vais vous faire découvrir notre formidable équipe de chroniqueurs. Alors pour commencer, il vient d'honorer avec brio sa première participation au championnat du monde, mesdames et messieurs, avec l'équipe de Turquie, Emric. Comment vas-tu? Très très bien. Une petite Très honoré d'être parmi vous. C'est un projet magnifique. Donc Emric Québec, passionné de pétanque, licencié Bron-Terraillon. Donc depuis peu, mais j'espère que ça continuera. Voilà. Très bien. Elle est aussi à l'aise sur les jeux de pétanque que devant les caméras. Mesdames et messieurs, Barbara. Alors moi, ça fait 5 ans que je pratique ce sport qui me passionne et j'ai une autre passion dans la vie, c'est aussi de mener des enquêtes. J'aime bien aller chercher les bonnes informations vers les bonnes personnes et du coup, pour que la vérité ne soit pas à l'heure, je serai un petit peu votre Dana Scully de l'émission. Merci. Elle est également présente au championnat du monde. Elle sera un peu la touche jeunesse de notre émission, s'il vous plaît, Cyrielle. Bravo. Ça va, Cyrielle? Ça va très bien, merci. Un petit mot de présentation pour tous les spectateurs. Licenciée au club Boulis Monégasque depuis maintenant un peu plus d'1 an et passionnée de pétanque depuis un petit bout de temps maintenant. On va passer à notre prochain chroniqueur. Mesdames et messieurs, c'est le doyen de cette émission. Hein, vous vous rendrez compte pendant cette émission qu'on va vous présenter tout au long de la soirée. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Christian. Bon, alors Christian Bouillane, je suis président du club de Saint-Maurice-l'Exil et accessoirement chroniqueur pour l'émission TPMP. Je suis dans le monde de la pétanque depuis environ 50 ans. Et quand Philippe m'a proposé de participer à l'émission, j'ai longuement hésité, environ 2 minutes, et puis voilà. Après, pour ce qui est de l'émission, j'espère qu'on va pouvoir débattre de manière constructive sur les divers sujets autour de notre passion commune qui est la pétanque. Très bien. Voilà. Joueur passionné et passionnant, hein, il sera l'atout réglementaire de cette émission, mesdames et messieurs, Anthony. Salut Anthony. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Anthony Periola. Je suis dans le monde de la pétanque depuis plus de 20 ans et je viens d'être élu président dans mon nouveau club de Pau-Semblant. Bravo. Bravo. Pour la prochaine, c'est une ex-joueuse de l'équipe de France. Hein, elle nous fait l'honneur d'être là sur ce plateau. Elle pourra nous éclairer sur les exigences un petit peu du monde professionnel de la pétanque. S'il vous plaît, Tracy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Tracy Abalage. Je suis actuellement licenciée dans le 43. Pas pour longtemps. Mais je pars l'année prochaine. D'ailleurs, je suis pas où aller. Après moi, j'ai intégré ce groupe sans aucune hésitation parce que pour moi, la pétanque a une sale image et justement, j'aimerais essayer de changer la vision que les gens portent sur notre sport. Très bien, il faut l'applaudir. Bravo. Pour la prochaine, elle n'hésite pas à faire des kilomètres hein, pour pratiquer sa passion et surtout pour donner son opinion, mesdames et messieurs, Véronique. Je m'appelle Véronique Casalo et un jour, un homme m'a dit Véronique, si tu n'aimes pas la pétanque, c'est pas la peine de rester ensemble. Et je suis devenue Véronique Charles. Je suis licenciée dans l'Isère depuis 8 ans et je joue régulièrement. C'est une véritable passion que je partage avec mon conjoint. Alors quand PHP m'a demandé si je souhaitais intégrer l'équipe de Touche pas ma pétanque, j'ai dit rapidement oui. J'ai envie de partager, dans un premier temps j'ai trouvé que c'était une chance de pouvoir partager et d'échanger avec un groupe de personnes sympathiques et vraies. Et d'autre part, c'est vraiment une opportunité
grâce à cette émission, de pouvoir faire évoluer la pétanque, le monde boulistique d'aujourd'hui, et de donner une meilleure image, plus légitime, dans le monde du sport en général. Voilà. Merci Véronique. Je vous avais prévu, ils étaient fantastiques, nos chroniqueurs. Maintenant, on va passer à notre dernier chroniqueur pour finir, et non des moindres. Hein. Pour beaucoup, c'est la voix régionale de la pétanque. Il nous reçoit en plus chez lui, dans son club de Bron. Deuxième club de France, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Damien. Bonsoir à tous. Bienvenue à Bron-Terraillon. Bron-Terraillon, c'est un club, mais c'est aussi une ville. Donc on est très accueillis parce que c'est la ville aussi qui nous accueille. Donc deuxième club de France parce qu'on a des joueurs quand même de tout. Ça part des jeunes jusqu'à nos vétérans. On a des élites. On a Émeric qui nous a fait plaisir de participer au championnat du monde. Je pense que je vais pouvoir donner quelques infos autres. On va dire peut-être que quand on est interne dans ce monde-là en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans cette émission, avec un événement majeur qui vient de se terminer il y a quelques jours, les championnats du monde en Espagne. Je vais d'abord vous proposer de regarder une petite vidéo sur le sujet. De votre côté, comment vous avez perçu l'organisation un petit peu de ces championnats du monde? Alors, parlons-en, ces championnats du monde, là, avec une organisation pour le moins discutable. Un chapiteau sans chauffage, l'éclairage pourri, des terrains inondés, pas d'éclairage, donc ça entraîne des changements d'horaire pour les parties, la retransmission de ces mêmes parties totalement désuètes. Heureusement, on a pu suivre nos amis turcs grâce à PHP. Et puis voilà, donc avec de telles organisations, on est loin, voire très loin, d'aller aux Jeux Olympiques. C'est mon avis. Oui, c'est pertinent, oui, Émeric. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. De toute façon, en 3 lignes, il a dit ce qu'il fallait dire. Ça a été médiocre. Pour moi, ouais, c'est la première fois que j'ai assisté à une Coupe du Monde. Je pensais dans ma tête que c'était quelque chose de plus royal, beaucoup plus organisé. Oui, si je peux me permettre, les couacs qui peuvent être expliqués peut-être par l'organisation de la fédération espagnole elle-même, plutôt que la fédération internationale. En effet, il fallait créer un compte La Liga gratuitement, puis après il fallait payer 3 € pour regarder. Et l'autre chose qui peut expliquer tout ça, c'est le faible coût de production. J'ai lu que ça coûtait 500 € par jour pour filmer. Donc je peux vous expliquer par rapport au foot par exemple. Oui, bien sûr. J'ai lu selon RMC Sport, le coût de production d'un match coûte environ 82 000 €. Donc ça fait un écart énorme avec notre sport favori, la pétanque. Oui. Je pense qu'il y a des choses comme nous en France, on fait des trophées des villes ou des masters qui sont faits par des professionnels. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un championnat du monde comme celui-ci, ben, je pense qu'il faut que ce soit mis dans les mains d'un professionnel. Oui. Ouais, mais après, pourquoi ça n'a pas été fait avec des Après, il y a une question de moyens aussi. On parle de foot. Le foot n'a pas du tout les mêmes moyens que la pétanque. Bien sûr. C'est évident. Le foot, c'est qu'on est professionnel. Les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas professionnels. Ah non, pas du tout. Voilà, donc c'est des gens qui demain, comme Rubino, qui va derrière son camion de poubelle et qui travaille à 90 Bien sûr, mais pourquoi on n'est pas professionnel dans la pétanque? C'est la question, je pense qu'elle est plutôt là. Oui. Après, c'est histoire de sponsoring, c'est histoire de. On en revient toujours pareil. Après, si je peux rajouter quelque chose bien sûr, par rapport à l'Espagne, est-ce que la pétanque, qui est un sport privilégié ou non,
nous en France, on est le pays de la pétanque, donc on met des moyens pour essayer de moi, ce que diffuser. j'aimerais savoir, après, excuse-moi, c'est pourquoi c'est la fédération espagnole qui a organisé ça et pas la fédération internationale. Ça, c'est un truc qui... C'est une bonne question, ça mérite... Ça mérite un éclaircissement. Là-dessus, j'ai essayé de regarder un peu, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Donc ça doit être... Qui fait la demande. Voilà, celui qui organise... Je veux organiser ce truc, à mon avis. Ouais, mais il doit y avoir quand même un cahier des charges, enfin j'en sais rien. Mais... Et là, ils ont dû passer à côté, là, quand même. Voilà. Enfin, Et puis même au niveau des images, c'était pas toujours des belles images qu'on voyait filmer derrière, il y avait des personnes devant, donc on voyait pas la personne tirer, bref. Non mais et encore, pour pouvoir filmer justement, retransmettre en direct, entre guillemets, on a dû quand même parler pendant une demi-heure avec une personne responsable là-bas, donc dès le premier jour qu'on a été. D'accord. Donc on a vraiment marchandé en disant est-ce qu'on peut, donc les vraies caméras étaient interdites, mais par téléphone on a réussi à avoir l'accord de pouvoir transmettre. Et encore, il ne devait même pas transmettre en direct. Donc, Après s'il vous plaît, d'accord, Emric il était lui au championnat du monde, donc il peut en parler. Nous on était derrière notre canapé, voilà, on avait des images. Moi j'aimerais poser la question aussi à Cyrielle, puisqu'elle était présente là-bas au championnat du monde, c'est quoi? Par rapport à l'organisation? Bien sûr, par rapport à cette organisation qui a vraiment fait débat. Ah oui, vraiment, quand on arrive le jeudi, nous, sur les terrains, que les terrains sont inondés, voilà quoi. Ça peut être frustrant. Ça fait peur. Ça fait peur. On nous dit limite que le championnat est annulé. S'il vous plaît. On nous dit limite que le championnat est annulé, qu'on ne peut pas jouer sur ces terrains-là, qu'ils vont nous faire jouer dehors, sans éclairage, sans rien pour les parties plus tard. Bien sûr. C'est vrai que... Non, on n'a pas... Je suis désolé, les féminines, elles ont joué des parties dehors. C'était en 2 tours. Nous, le soir, on a joué en 2 tours. C'est quand même bizarre. Alors qu'il y avait quand même 5 tours de prévus, si mes souvenirs sont bons, sur le jeudi. Enchaîner les 8e. Enchaîner les 8e dans la foulée, d'accord. Voilà. J'ai une petite exemple, excusez-moi, donc je reprends la parole. C'est ta maman qui filmait justement, donc je reviens toujours pareil par rapport aux transmissions. Justement, il y a un arbitre ou une personne de délégation qui est passé, qui a dit stop, vous arrêtez. Ouais, de la délégation espagnole. Voilà. Donc comme quoi on ne pouvait pas retransmettre, donc on était un peu coupé. C'est arrivé à la même chose à l'équipe de France masculine. La fédération n'avait pas toujours le droit de filmer en direct. Sauf quand je jouais pas dans le carré. Oui, sauf quand je ne jouais pas dans le carré. Ah oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est comme il a dit tout à l'heure, ça a quand même des coûts. C'est des droits, c'est ça. Les droits. Le carré d'honneur a été filmé par des droits, c'est comme au master, c'est comme n'importe où vous allez, vous n'avez pas le droit avec votre téléphone, ils vous le disent, de filmer lors de vos finales ou quoi que ce soit. Quand vous êtes dans le carré master, vous êtes filmé avec l'équipe. Ça paraît normal. Ça dépend parce que, par exemple, moi j'ai regardé la finale en direct, mais c'était la TV Malagasy qui filmait en direct. Donc du coup, il y a certaines chaînes qui ont eu le droit ou alors qui ont pris le droit. Ils n'ont pas le droit de le faire. Là. Voilà. Puis, moi j'ai beaucoup vu la France et la Turquie. La France et la Turquie, bien sûr. France, Turquie, Espagne. Parce que nos amis c'était les trois nations qui étaient. Voilà, puis l'Espagne parce qu'elle organisait, donc forcément le pays organisateur est privilégié. Dès qu'on est devant les caméras, on passe toujours les équipes ou les joueurs qui sont avec des palmarès, n'importe où en France. Est-ce que selon vous, c'est normal pour vous? C'est la même chose, on va choisir pour une équipe où il y a quelqu'un qui a un palmarès dedans. Oui, qui est reconnu par ses pairs. Moi, au milieu d'un carré d'honneur, je suis désolé, mais voilà. Bien sûr, mais est-ce que, je répète ma question, est-ce que ça vous paraît normal? Oui, là-dessus, on ne va pas gâcher, on va pas être hypocrite. Je comprends très bien la télé espagnole qu'elle diffuse les Espagnols, justement. Donc c'est plus vendeur pour eux, c'est plus... Ça, c'est tout à fait logique, je pense. À Christian, Damien, vous êtes d'accord, je pense, avec moi. Hein. Ça m'embête d'être d'accord avec toi, mais je suis d'accord. Non, mais faut pas. Oui, mais tout à fait, ils ont payé pour voir, donc... Est-ce que tu veux rebondir, Cyrielle, un petit peu sur toi qui étais vraiment présente, qui était au cœur vraiment de... Oui, après c'est vrai que les équipes espagnoles étaient beaucoup filmées pour avoir joué à côté d'eux. C'est vraiment ce que tu as ressenti. Ah oui, et puis ils sont bien là, quoi. D'accord. Je vous dis, ils ont été privilégiés, mais surtout par rapport à l'image, par rapport aux spectateurs, par rapport au terrain surtout. Oui. Alors, je ne sais pas, combien de parties ils ont joué, peut-être une dizaine de parties. La seule partie qu'ils perdent, c'est la partie qu'ils jouent sur le numéro 3. Alors qu'ils ont toujours joué sur le carré d'honneur. Vous voyez? D'accord. En tant que joueur, moi j'aurais aimé jouer aussi là-bas.
Donc j'aurais aimé goûter à ce plaisir, éventuellement, donc de pouvoir jouer devant, je sais pas, 1000, 2000 personnes. Et surtout le terrain, parce que le terrain, il était beaucoup plus facile à jouer que les autres terrains. Hein. D'accord. Ça, tous ceux qui ont été, je pense que tu as été, tu as vu, et il n'y a pas photo. Hein. Donc là-dessus, je suis vraiment déçu. Ok. Bah justement, en parlant de ça, il y a une personne qu'on reçoit aujourd'hui, elle qui a eu la chance de jouer devant 1000 personnes. Il revient, c'était ton coéquipier en plus. Il nous fait l'honneur d'être là, puisqu'il revient quand même avec une très fier de lui. Une très belle médaille de bronze au tir de précision. Mesdames et messieurs, je vous demande un triomphe pour Ibor Santas, s'il vous plaît. Bravo Ibor. Merci. Cette médaille là. Ah, j'en reviens toujours pas, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très beau. Donne-nous un petit peu ton ressenti. Qu'est-ce qui représente pour toi cette médaille? Bah, cette médaille, pour moi, c'est une fierté. Pour tout mon pays, mes amis, ma famille. Pour voilà, tous ceux-là qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné un peu de peps. Et après, bah, voilà, là, en demi-finale, la barre était très très haute contre Diego. Ah, bien sûr. Et dès qu'on arrive... Tirage pas facile. Voilà, tirage pas facile. Mais moi, déjà, j'avais la médaille garantie. Pour moi, déjà, c'était beau. Après, quand tu arrives contre Rizzi et que tu joues dans le carré, automatiquement les boules elles sont un peu plus lourdes. Elles pèsent lourd. Quoi. Bien sûr. Donc voilà, je pense que déjà là-dessus, bah, ça y joue. Ça y joue un peu. Celui-là qui dit qu'à notre niveau à nous, je parle. Hein. Déjà, si tu attaques mal et tu joues contre Diego, tu peux pas t'en sortir. Surtout c'est un spécialiste, Diego. Voilà, surtout que lui il fait que ça. C'est son job. Voilà, c'est son job. Nous, on fait de la façade toute l'année, il teste des boules. C'est ce que j'allais dire. Quand tu as un métier à côté, voilà. Et combien de personnes peut dire, voilà, j'ai un métier à côté, je fais des façades, et derrière, je fais quand même 3e au championnat du monde en tir de précision. C'est énorme. Énorme. Moi, je vous demande encore un triomphe pour bravo. Bravo. Bon, allez, on peut prendre place avec nous. Il faut souligner qu'en quart de finale, il a quand même battu Claudie Weibel. Tu m'as coupé, j'allais en venir là. Mais derrière, voilà, quart de finale, Monsieur Weibel. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Bah, en fait, c'est toujours pareil. Hein. Donc, on a attaqué les qualifs. Je fais 49 au premier tir. C'est magnifique. C'est énorme parce que la barre cette année était très très haute. Très haute. Tous les champions sont venus, on a discuté. Il dit bah, cette année, c'est incroyable de se qualifier. Il faut faire au moins une 50. Moi j'ai fait 49, j'étais dans ma bulle, je pensais à mes enfants, à ma femme, à tout le monde quoi. Je me dis voilà, il faut que je représente. Donc je finis 4e avec 49 points. Et derrière, bah, le repêchage, je tombe contre Claudie Weibel, que je salue aujourd'hui, c'est un très très bon joueur. Donc j'attaque contre lui, c'est pareil, hein. Quand on tombe contre Claudie, bah, voilà, il faut jouer ses boules. Et tous les deux, on attaque mal, quoi. Lui de son côté, moi de mon côté. Est-ce que lui aussi, il ressentait cette pression d'un quart finale de championnat du monde? Il m'a dit, bah lui, il a plus l'habitude que moi, hein, donc champion du monde, tout ça. Voilà, il y a un palmarès derrière. Voilà, il y a un gros palmarès par rapport à moi, quoi, je veux dire. Et là, à la fin de la partie, bah, quand je l'ai battu, bah, au dernier bouchon, lui, il avait tapé gagné. Il loupe. Et après, bah, moi, je vais au rond, j'ai tapé gagné, manqué perdu quand même. La boule, elle pèse. Et voilà, bah là, toute mon énergie, bah, j'ai pensé à mes enfants, ma femme, tout ça. Bien sûr. Ça m'a reboosté un coup. Et voilà, du moment où j'ai vu partir la boule, je me suis dit, c'est bon, je l'ai tapé. Là, j'ai explosé. Et Claudie est venu me voir, il m'a félicité. Il m'a dit, bon, moi aussi j'avais la pression. Mais voilà, il m'a dit, t'as eu les... Je dirais pas le reste. Coronets. Voilà. C'est quand même pas évident. Hein, Coronets, tu l'as tapé, tu l'as fait, bravo à toi. Bien sûr. Et j'étais là, j'en pouvais plus, j'étais comme une puce, excité. Allez, tu vas la taper celle-là. Donc, ça a été passionnant. Et ouais, ils étaient tous derrière moi, donc les collègues et tout, je les remercie aussi énormément. Et alors, après, le plus beau truc, c'est voilà, quand j'ai terminé le tir, j'étais qualifié, ma femme qui m'appelle avec mes enfants en fast time, et là j'ai tout lâché, j'ai pleuré pendant 20 minutes comme un gamin. Même encore, on ressent beaucoup d'émotions. Ah, aujourd'hui, bah, je m'en rends pas compte encore, quoi. Je m'en rends pas compte. On sent vraiment beaucoup d'émotions. C'est sûr, c'est énorme. Pour moi, c'est déjà une belle victoire, quoi.
tu auras un souvenir à vie. Ah là, c'est à vie, ouais. C'est à vie, ouais. Une médaille en bronze, franchement, respect les bros. Merci, Moi aussi, merci. parce que je pense que dans beaucoup de foyers en Isère, ça a crié quand tu as gagné ce championnat, je peux te dire. Je devrais pas le dire, mais moi le premier. Ouais, bah, moi qui ai fini. Ah bah écoute, à crier, même à pleurer. Il a représenté un petit peu notre région. Et puis, Voilà, la région, tout elle en- est là, et il représente ça, bien sûr. hein. Voilà, et tout en représentant son pays. Donc cette médaille, voilà, je la dédie à mon pays, à mes amis, mes collègues. Emery qui a été extraordinaire tout le long de ce championnat. On aurait dit le Michel Lois-Turc. Franchement, ouais, mon ami Selim aussi, Alil aussi, et Vous aviez une belle PHP, équipe de Calef potes. qui nous a suivis, et voilà, tous les gens qui nous ont encouragés, quoi. Merci encore. on peut l'applaudir. Ah, Bravo. Je voulais continuer encore un peu avec toi. Hein, tu as vu un petit peu comment ça se passait au championnat du monde toi aussi. Et je voulais toi aussi ton ressenti sur cette organisation qui a été pour tout le monde catastrophique. Bah, en fait, c'est un marathon, hein, les championnats du monde, c'est un marathon. Déjà, c'est compliqué, les parties elles se suivent, on n'a pas le temps d'aller se restaurer quand il faut venir jouer, on n'a pas le temps de digérer, pas le temps de jeter des boules. Après, voilà, on devait faire 5 parties le premier jour, on en a fait 4, le lendemain matin, il fallait faire la 5e. Pas beaucoup de temps de sommeil. Pas beaucoup de temps de sommeil, après, voilà, l'excitation. L'organisation n'était pas. Il y a eu beaucoup de changements d'horaire aussi. Beaucoup de changements d'horaire aussi. Ouais. C'était trop. Qui ont joué, je crois, aussi sur les repas. Les repas aussi, ouais. Alors, à des moments, on ne pouvait pas manger parce que à l'hôtel, bah, les heures, c'était terminé. Donc, il fallait se restaurer. Nous, il fallait qu'on aille manger à droite, à gauche. Il faisait froid. Il faisait froid, par contre, l'humidité, tout ça. Mais bon, il faisait froid pour tout le monde, hein. Je veux dire. J'ai vu aussi que Dylan Rocher, par exemple, pour citer Dylan, le samedi soir, il a dû enchaîner sa finale de tir de précision. Il n'a pas eu le temps de se restaurer et il a joué son 8e de finale contre la Belgique derrière. C'est ça, ouais. Lui-même qui l'a dit, il a souligné que ça lui a été dur, physiquement. Après, eux, ils ont plus l'habitude aussi. Hein. Eux, c'est des compétiteurs. Oui, les bien parties, sûr. voilà, Mais ça reste des êtres humains. Voilà, ça reste des êtres humains, Sans et- se restaurer le soir, c'est long. Et je tiens à les féliciter aussi pour leur double victoire à la France, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils ont été costauds. Ah, ils sont forts, ils ont du mental. Bravo à eux. Bravo. Moi j'applaudis. moi. Ah, franchement. On vient de clore ce débat organisation. Maintenant, on va passer un petit peu à la partie résultats. Déjà, pour vous, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats, notamment de nos équipes de France? On va commencer par les juniors qui finissent champions du monde. Damien. Eh ben, Damien, on va parler de l'animation. J'étais au trophée des pépites, au trophée des élites. Donc ça s'est passé à Saint-Livrade. Donc ils étaient là-bas, tous ces joueurs. Et c'est vrai qu'en ayant parlé un peu avec avec tous les coachs qui étaient présents, ils avaient quand même un peu peur de cette année pour leur titre. C'est vrai qu'ils y allaient quand même pas confiants, on va dire. Voilà. Ils n'étaient pas confiants, mais est-ce qu'ils étaient pas eux programmés pour être champions du monde? Ils programmaient et ils ont tout fait justement pour que ces jeunes le remportent une deuxième fois, parce que c'est vrai qu'ils hésitaient déjà, hein, champion du monde. Donc ils voulaient absolument se regagner ce titre, quoi. Et c'est vrai que là ils ont vraiment tout mis en avant pour le faire, quoi. Puis ils y sont arrivés, quoi. C'est encore une grosse performance de leur part. Ces coachs qui font énormément de travail avec tous ces jeunes et qui passent de l'énergie là-dessus, quoi. Surtout que 2 équipes de France ont joué l'une contre l'autre en demi. Oui, en demi-finale. oui. Et pour souligner, c'est l'équipe 2, enfin, officiellement l'équipe 2 qui a gagné contre l'équipe première. Oui, équipe 2 entre guillemets, hein, bien Voilà, sûr. c'est pour ça que je mets entre guillemets, parce que je pense qu'ils se valent tous à ce niveau-là, les 6, enfin les 8 plutôt, parce qu'il y a un remplaçant. Et du coup, ils ont fait l'effort, si je puis dire, en finale, parce qu'ils ont gagné contre l'équipe malgache qui était très forte. Très bonne équipe malgache. Tout le monde a souligné. Toi, tu as pu suivre le champion du monde j'ai en pu junior, suivre. Aymeric? Ah oui, Ils ont- Ouais, j'ai l'équipe junior vraiment malgache. pas raté, quoi. J'ai essayé de tout fouiner, j'ai trouvé des images, tout ça, parce que je suis vraiment passionné de pétanque, hein. La preuve, on est là, c'est pour cette raison qu'on est là.
Et j'ai trouvé une équipe, deux équipes de France qui étaient magnifiques. Deux équipes de France, mais qui n'en ont qu'une seule finalement. Oui, mais après, ils ont géré, moi je dis, donc ils ont réussi à gérer. Quand je les ai vus jouer la première fois, j'ai dit ils vont aller loin. J'ai pas dit tout de suite qu'ils allaient gagner, mais ils vont aller loin. Donc ils jouaient leur jeu tranquillement, stablement. Ils faisaient pas d'erreur de jeu, donc c'est déjà très très mature de leur part. Donc, oui. Après, je souligne quand même l'équipe malgache, très bonne équipe malgache. Il va falloir se méfier dans quelques années, parce que quand ils vont être seniors, je pense qu'ils vont faire très très mal. Aussi, ouais. Très 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 bonne équipe, moi je pense. Bravo encore à cette équipe junior championne du monde, on peut encore les applaudir. Bravo. On en vient encore aux garçons. Les garçons, encore une fois champions du monde. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Des phénomènes. C'est des phénomènes. Ouais, ils partent là-bas pour garder leur titre. Ils le reviennent encore, même si ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais ça a été, il me semble, compliqué hein, sur cette finale contre l'équipe d'Espagne. Très forte, il me semble, Libo, toi qui y étais. Oui, l'équipe d'Espagne a fait très très bon jeu aussi. Bien joué, bien sûr. Ils les ont beaucoup inquiétés. Hein. Ils font 10 points. Ils font 10 points. Après, voilà, 10 à 10, il y a le Sucho Time qui rentre. Toujours présent. Ça, c'est le moment. Là, c'est boîte et on n'en parle plus, quoi. Fini. On remballe. Voilà, est-ce que dans la... Vous qui étiez, Émeric et Libo, est-ce que pendant ces 4 jours, 4 ou 5 jours passés là-bas, est-ce que vous sentiez que l'équipe de France allait garder son titre de champion du monde? Est-ce que ça s'est senti là-bas? Oui, ça s'est senti. Après, elle déroulait les parties comme elle venait. Il y a juste les Suédois, ils ont perdu contre les Suédois, qui ont fait apparemment un gros jeu. Nous, on n'a pas vu parce qu'on joue en même temps. Ouais, ils ont fait une grosse fin de partie. Et après, il y a l'équipe qui les a inquiétés, il y a la Belgique aussi. La Belgique sont passés un peu à côté de leur partie. Mais sinon, ils auront pu passer à travers contre la Belgique. Après, si je peux me permettre, le parcours de l'équipe de France, il a été loin d'être linéaire parce qu'ils ont joué contre des équipes costaudes. Voilà, des sélections qu'on a l'habitude de voir dans les championnats du monde. Voilà, la Belgique. De nos jours, on ne peut plus vraiment dire petite équipe ou grosse équipe. Hein. Ça joue de plus en plus. Donc Maintenant, de nos jours, tout le monde voit la pétanque. Et quel que soit le pays. Voilà. Non, mais par rapport au pays, en fait, je dis, tu prends pas la France, parce que la France, tu as tellement de joueurs que tu peux faire 1000 équipes de France. Non, mais c'est ce que je dis, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a tellement de très bons joueurs en France, tu peux faire 20, 30 équipes de France. C'est énorme, c'est très relevé. Après, tu vas pas... Bon, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde, il y a la France. La France, tu fais un grand national ou un international, c'est peut-être beaucoup plus relevé ici que là-bas. Ça, je veux pas. Après, c'est une autre pression. C'est la pression. Donc, on m'en a tellement parlé, Hugo m'en a tellement parlé. Je me suis mis tout de suite dans ma bulle, donc pour plus sortir. Je ne parlais même pas dans les parties. Donc, d'ailleurs, il ne me laissait pas le temps de parler. Ça, c'est un gros mot, il ne parlait pas. Parce qu'on lui a dit. Véro, tu voulais réagir? Oui, moi, ce que j'ai pu voir chez les hommes, c'est qu'il y a des nations quand même, de nouvelles nations émergentes, de très bons joueurs dans de nouvelles, dans des nations qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant dans les grands championnats. Et je trouve que ça mérite d'être souligné parce qu'il y a de très bons joueurs. Et là, je ressens un petit changement. C'est-à-dire que la France, il va falloir qu'elle apporte du nouveau jeu avec des jeunes, des gens plus jeunes. Et un resserrement du niveau international. Oui, tout à fait. J'allais revenir à ça. Est-ce qu'il n'y avait pas un resserrement, justement? Après, on a toujours les équipes traditionnelles. Hein, la Belgique, voilà, nos amis belges qui ont été champions du monde en 2000. En quart, l'équipe de France, le Maroc, qui a été plusieurs fois champion du monde. Et en demi, on bat nos amis italiens, Diego Rizzi, qu'on voit assez souvent depuis quelques temps. Et puis en finale, on bat le pays organisateur. Donc franchement, respect à Dylan, à Philippe Suchot et à Henri Lacroix. Quoi. Bien sûr, Henri Lacroix, qui est pour tout le monde le meilleur joueur du monde. On peut le dire, et je suis d'ailleurs, précis, oui. J'ai un petit truc à souligner. Il faut noter aussi la classe de Monsieur Lacroix,
qui est sorti à un moment c'est vrai, ils sont en partie. Ouais. Décisif, et du coup c'est Philippe Quintet qui rentre, et à la sortie ils sont champions. Ouais, on peut vraiment voir le roi Quintet. Oui, il a su le faire parce qu'on en parlait un petit peu, et je pense que c'est aussi un bon exemple parce que trop souvent, alors que ce soit dans le milieu amateur ou le milieu... C'est bien de faire cette comparaison aussi. C'est de se dire que par moment on voit, pas par moment, souvent on voit des personnes qui veulent pas sortir, il y a l'ego qui prend le dessus, et que là le meilleur joueur du monde sort parce qu'il sent qu'il n'est pas dedans. Il sort de lui-même. Exactement, il permet du coup à son équipe d'être championne du monde. Donc je trouve que c'est magnifique. Il faut le souligner, oui, ça a le mérite d'être dit. Dire que certains joueurs, même petits joueurs, moi je pouvais dire en tant que président, des fois on joue des Coupes de France, certains joueurs ils restent là dans cette partie, ils sont pas bien, mais c'est pas grave, ils sont là, ils veulent pas sortir. Il faut dire ce qui est. C'est dommage. Ça démontre vraiment la classe de ce joueur-là, et il mérite son statut de meilleur joueur du monde, juste par rapport à ça. Je pense que on peut vraiment le féliciter là-dessus. Il a pensé à son pays, bien sûr. Oui, lui-même, à son ego. Il a pensé à son pays. Je suis pas bien, je sors. Il n'a pas pensé qu'à son ego. Moi, monsieur Henri Lacroix, 13 fois champion du monde. Et puis je pense qu'à ce niveau-là, les 4 se valent. Donc il y en a un qui sort, l'autre peut rentrer, il n'y aura pas un gros écart. Quand on voit qu'on a un remplaçant comme le roi Quintet, c'est quand même un bon remplaçant. On a de la matière. C'est sûr qu'on a de la matière. On va enchaîner avec les féminines maintenant. Les féminines qui finissent vice-championnes du monde. Est-ce que vous comprenez, vous, les critiques qui sont abattues sur elles après leur première défaite en poule? C'est inadmissible. Damien. C'est inadmissible parce que de toute façon, il y a toujours, en France, on a toujours le truc de critiquer les. Non, mais il faut dire ça. T'as raison. On a toujours en critique facile. Les joueurs qui sont engagés, qui sont. Et un peu plus les joueuses que les joueurs. Laissez les livres, encouragez-les plutôt que tout de suite les descendre, quoi. Je sais pas, moi. J'ai un sujet à vous montrer. On a l'avis du sélectionneur justement à ce sujet. Regardez la vidéo. Merci Jean-Philippe de nous avoir accordé ce petit entretien. Enfin, moi je pense que l'équipe de France féminine n'a pas été à la hauteur de son jeu habituel, je dirais, dans ce championnat. Oui, mais comme on disait, c'est leur premier championnat du monde pour certaines. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas cette forme de pression? Et justement, ces critiques-là qui sont rentrées en jeu, c'est ce que j'allais dire. Si elles regardent les réseaux sociaux, c'est ce que j'allais dire. On a vu des choses incroyables. Certainement que justement cette pression déjà d'une part d'être au championnat du monde, pour un premier championnat c'est pas évident, je pense. Psychologiquement c'est de la pression, et de plus de voir des critiques sans arrêt, etc. Ça doit pas faciliter les choses, et il faut vraiment avoir un mental très dur.
et elles sont jeunes. Donc voilà, il faut de l'expérience et je pense qu'avec l'expérience, ça ira beaucoup mieux. Après, je pense qu'on peut les féliciter quand même. Parce ah oui, que, elles ont fait un beau parcours aussi. 10 champions du monde et perdre à 12. Perdre à 12 surtout, c'est rageant. C'est rageant. C'est rageant. C'est rageant parce qu'à une boule près, c'est elle qui aurait pu avoir la médaille d'or. Ouais, mais justement, est-ce que si elles avaient eu cette médaille d'or, pour vous, est-ce que ces critiques auraient été justifiées? Ibo, par exemple. Ah oui, c'est toujours mieux d'avoir la médaille d'or. Hein. Là, ils auront dit voilà, elles sont championnes du monde, elles le méritent. Il y aura moins une critique, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, les critiques ne sont pas justifiées. C'est pas parce qu'elles ont perdu la première. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, il faut pas parce qu'elles ont perdu une partie qu'il faut les monter. Tout à fait. C'est ça. Après, elles ont fait ce qu'elles étaient. Tu prends perdre 2. Oui, oui. Dans le système suisse. Oui, dans le système suisse, c'est ça. Est-ce que c'est joli de faire un championnat du monde dans le système suisse? Après, c'est peut-être la bonne question. Ça, c'est la bonne question. Parce qu'il y en a certains qui peuvent jouer avec le temps aussi. Si moi je suis mené 6-2, on joue pas ensemble, moi je peux très bien prendre le temps d'aller jeter mon bouchon, discuter avec mon partenaire et tout, et je peux. Le temps, mais je suis d'accord. Le système suisse, je suis désolé, mais je trouve pas ça terrible. Pour un championnat du monde, je suis d'accord avec toi. C'est dommage. Totalement. Enfin, moi j'espère qu'elles n'ont pas été impactées justement. Non, moi je pense par les qu'elles ont critiques été sur le impactées réseau. surtout par rapport à la pression qu'il y avait sur elles, à mon avis. Elles étaient visées, elles étaient grosso modo motivées, ils ont pas mal motivé pour qu'elles soient championnes du monde. Oui. Je pense que là-dessus, ça a été un petit tort. Elles auraient joué leur jeu normal sans être stressées, je pense qu'elles auraient été championnes du monde. Elles ont les armes en tout cas pour. Je pense qu'elles auraient été championnes du monde si elles étaient un peu plus relax. Moins de stress. Justement, après, quel est le rôle du coach? Je pense que c'est important aussi. Moi, je ne peux pas en parler, ça c'est vraiment aux acteurs qui étaient là-bas sur le championnat. Le rôle du quel est le rôle, oui. Le rôle du coach, parce que je pense que le coach a un rôle important et que, à mon avis, ça c'est vu de l'extérieur, c'est pas forcément, il n'est pas forcément toujours là au bon moment à dire les bonnes choses. Après, c'est à elle d'aller le voir aussi. Lui, il peut peut-être les appeler pour. Voilà, c'est Le coach n'a pas le droit d'intervenir comme ça en plein milieu de la partie. C'est les joueuses qui doivent aller voir le coach. Quand je parle du coach, je ne parle pas forcément au moment de la partie. Le coach, c'est aussi en dehors de la partie. Une préparation psychologique. Voilà. Le coach, pour en dire, l'école aussi, Jean-Philippe Suricotti, en parlant de Cindy et Emma, il les a connues, elles avaient 12 ans, 13 ans, détection des choses, elle les connaît depuis un petit moment. Je pense que tu peux en dire quelques mots là-dessus. Après, avant d'aller au championnat du monde, elles le savent. Elles le savent qu'elles vont être critiquées, etc. Donc je pense que c'est pas ça qui les a... c'est plus la pression du championnat du monde. Après les adversaires aussi, c'était de très belles équipes. Donc, notamment la Tunisie. La Tunisie, c'est en demi. Donc, après, tu prends la Thaïlande en finale, c'est quand même de très belles équipes. Donc, après, les critiques, c'est pareil. La France, elle perd contre la Suède. Ouais, mais la France, elle a perdu contre la Suède. La Suède, c'est des humains comme nous, ça joue au boule. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu. La France, ils ont fait exprès de perdre contre la Suède parce qu'au classement, ils vont passer machin. Non, c'est faux. C'est débile. C'est débile. Il y a des calculs à faire comme ça aussi. Il y a des calculs dans le système suisse, il y a des calculs. Mais là, le côté qu'ils avaient eux, c'était le côté le plus dangereux. Donc c'est pour ça, s'il n'y a pas de calcul. Alors la France, elle a fait exprès de laisser l'Espagne remonter après 8-1 qui menait, alors histoire que le spectacle soit plus intéressant. C'est pas vrai. Pourquoi ne pas dire ça aussi? Moi, c'est pareil, j'ai laissé gagner Diego parce que. Il est gentil. Il est gentil, c'est. Il n'est de bonnes émissions sans recevoir non pas un, mais deux invités d'exception. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Florence Schopp et Christophe Sariou, s'il vous plaît. Installez-vous. Bonsoir. Déjà, première question, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Merci. Florence. Très bien, merci. Ça va? On a fait un peu de route pour venir jusque-là. Oui, mais bon. C'est un plaisir en tout cas de vous accueillir tous les deux. Vous avez entendu un petit peu parler depuis le début de l'émission. On vient d'évoquer bien sûr les championnats du monde. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé, Florence? Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un triplé, bien évidemment. Bien sûr. Parce que les féminines, elles loupent la médaille d'or pour un point.
Et après, ça aurait été vraiment exceptionnel. Mais déjà, une finale pour 2 joueuses dont c'était la première sélection, c'est vraiment exceptionnel pour la France. C'est sûr que c'est un résultat magnifique. Hein. En finissant vice-championne, c'est exceptionnel. Maintenant, comme on l'a dit depuis le début, on aurait voulu quand même un triplé, comme tu l'as si bien dit. Maintenant, Christophe, toi de ton côté, est-ce que tu as suivi les championnats du monde du début jusqu'à la fin j'ai pris en cours de route. Après, j'ai suivi ce que j'ai pu suivre sur Internet, quoi, évidemment, vu que c'était pas tout retransmis. Voilà, après, je pense qu'ils ont tout dit tout à l'heure par rapport à l'organisation. Après, j'y étais pas, donc je peux pas vous dire, mais j'ai eu l'occasion de faire un championnat d'Europe. C'est mon 2e championnat d'Europe en Bulgarie, et je pense que c'était à peu près pareil. Au niveau des terrains, un peu. Après, je sais pas avec Ibo, mais les terrains, ils étaient pas. Les terrains, en fait, ils étaient mouillés avec l'humidité et tout. Il y avait 1 ou 2 terrains où c'était vraiment sec, où on pouvait faire du jeu. Après, c'était aléatoire, quoi. Alors, après, c'était au tir, c'était vraiment dur, il fallait être dans la bouche. Mais voilà, il y avait quelques terrains qui étaient un peu secs et les autres c'était tout mouillé, c'était pas de mots quand c'était pourri. Oui. Donc vous, de votre côté, Florence, Christophe, est-ce que ces résultats, est-ce que vous sentiez venir que l'équipe de France allait aller loin, autant en junior qu'en féminine, qu'au niveau masculin? Oui, masculin, oui, évidemment, on savait qu'ils allaient dans le dernier carré, je pense. Après, c'est pas une surprise pour toi? Non, pas du tout, non. Après, les féminines, moi je connais les joueuses, donc je pense qu'elles pouvaient aller faire une finale. Après, les jeunes, on ne connaît pas, donc on ne peut pas savoir. Les jeunes, ils se déplacent pas, on les a jamais vus jouer avant, donc au fait, on est. Comment dire, un peu surpris? Voilà, oui, on est surpris, on arrive, on voit des noms. Mais franchement, ils ont fait une très belle finale. C'est sûr, comme tu disais, Florence, en plus, les féminines qui perdent à 12, c'est rageant, non? Bah oui, et après, ça veut dire qu'elles se sont battues quand même, parce que la Thaïlande, moi, j'ai toujours perdu contre elle au championnat du monde, donc là, je savais que... C'est un peu la même. Et puis, Cindy et Charlotte les avaient déjà battues dans des grosses compétitions, donc moi, je pensais vraiment qu'elles allaient... Enfin, moi, je croyais vraiment en elles, et puis elles n'ont pas déçu quoi qu'il arrive. Parce que, voilà, elles se sont battues contre la Tunisie, elles se sont battues contre la Belgique, elles ont fait des belles parties. Elles n'ont jamais baissé les bras, et même en finale. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi. Bien sûr. Après, faire une finale de championnat du monde et démarrer comme elles ont démarré et remonter, chapeau quand même, parce que ça perdre à 12 les dernières marches. Prendre une mène de 6 d'entrée, c'est pas évident mentalement pour s'en relever. Elles ont été fortes. Vous savez pas encore, mais on a demandé à Damien de faire un portrait de votre personne, donc on va le laisser parler. On va commencer par Florence. Ouais, Florence Choc, elle est licenciée à la pétanque de Lyon-Camus. Florence Choc a 2 médailles de bronze au championnat du monde quand même, en 2006 et en 2008. Elle est championne d'Europe en 2001, vice-championne d'Europe en 2003. Elle a quand même 10 titres de championne de France. Donc en 2004, 2007, 2008, elle a 7 titres en doublette en 97, en 2000, en 2001, 2002, 2006, 2007, 2008. 4 fois vice-championne de France, donc pareil en triplette en tête-à-tête. Elle a remporté la grande finale de PPF, Passion Pétanque Française, en 2015. Et elle a été finaliste en 2014. Et puis à l'époque, il y avait le grand Millau, que tout le monde a connu. Elle a quand même gagné 12 années de suite. Oula. Donc 12 fois de suite vainqueur à Millau quand même. Donc bravo. Ce grand Millau. Et puis il y avait aussi l'Euro Pétanque de Nice qu'elle va remporter aussi en 2003. Donc voilà le palmarès de Florence. Bravo. On t'a senti un peu surprise de ce palmarès, non? Non, parce que j'aime pas trop en parler, donc voilà. Puis c'était un peu avant, on va dire. Donc voilà, ça fait plaisir, mais c'est une page qui s'est tournée aussi. C'est une page qui s'est tournée, mais est-ce que tu as encore des objectifs maintenant? Bien sûr. Après tout ça, quels sont-ils? Ah ben moi dès que je joue c'est pour gagner, donc voilà, sinon j'arrêterai carrément de jouer. Donc oui, des objectifs, oui, toujours des qualifications au championnat de France. Bon après ça fait quelques années que j'ai arrêté l'équipe de France, donc à ce niveau-là, moi les objectifs sont clairs. Mais après oui, pourquoi pas encore des championnats de France et pourquoi pas encore avancer dans ces compétitions.
Donc l'aventure n'est pas terminée, loin de là. Ben, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Je surnomme la mamie pour Après, quand Ouais, mais il faut dire pourquoi alors. Hein, Les parce que- qualités féminines. Après, quand tu dis la page se tourne, il y en a beaucoup de pages là. Hein, donc Non, mais c'est un livre, on va dire. Ouais, non, mais il y a une autre génération qui arrive, Oui, ouais, oui. moi je suis contente pour elle. bon. C'est pour ça qu'on m'appelle mamie, parce que des jeunes comme Cindy, Ludivine d'Isidoro, tout ça, elles ont commencé, Tracy aussi, un petit peu avec moi au départ, donc voilà. Donc c'est pour ça maintenant elles sont au sommet et je suis contente pour elles. C'est tes petits-enfants, quoi. Non, c'est des jeunes avec qui je m'entendais bien au départ et si j'ai pu leur faire profiter un petit peu de mon expérience, c'est bien pour elles. On peut encore l'applaudir. Ah oui. Maintenant, on va passer au portrait de Christophe. Christophe Sariot, déjà, moi je voudrais quand même dire que c'est un pur rhodanien, parce que Christophe a toujours été dans le Rhône depuis sa première licence. Hein, il n'a pas été ailleurs que dans le Rhône. Ici à Pétanque de Bronterrion, ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Donc, bien qu'il a eu les opportunités d'aller ailleurs, il reste quand même licencié chez nous. Et je le remercie. Un joueur fidèle. Un joueur fidèle, et je pense que c'est aussi en mémoire à notre regretté président, hein, donc Henri Bayada. Bien sûr. Donc, voilà, C'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est pour ça qu'il reste avec nous, je pense, et puis avec moi, enfin j'espère. Donc voilà. Christophe Sariot, lui, il a été vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2017. Il est aussi médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2009. Il est vainqueur des Masters de pétanque quand même en 2019. Il est 3 fois finaliste des Masters de pétanque quand même en 2011, 2014, 2021. Il est 4 fois vice-champion de France. Donc, on l'appelle le coup leader de la pétanque. Ouais. C'est comme ça que malheureusement je le surnomme. Et il est quand même finaliste encore au PPF. Il est vainqueur du tir de précision au PPF, donc Passion Pétanque Française. À Millau, il a été vainqueur en 2008 en doublette. Il a été finaliste à Millau en 2011 et finaliste de l'Euro Pétanque en 2011. Voilà le palmarès de Christophe. Comme Damien l'a dit, tu joues ici au club de Bron, et comme on s'interrogeait un peu sur toi, sur la suite de ta carrière, bien entendu on a fait un petit micro-trottoir pour savoir qui sera ton partenaire doublette l'an prochain. Regarde. Alors, avec qui Christophe Sariot risque de jouer l'année prochaine? De Lyon. De Lyon. Kevin Malbec. C'est bon. Bonetto. Stéphane Robineau. Fazino. Christophe qui? Voilà Christophe, tu avais un petit peu les réactions de tout le monde. Maintenant, avec qui tu vas jouer l'année prochaine? Alors, normalement, je devrais jouer avec Farah Ndiaye. D'accord. Pour le doublette. Donc on a quand même l'information en direct, on peut quand même l'applaudir. Merci de le dire. Il y a certains de tes passionnés qui ont profité pour poser une question sur la pétanque. Je te laisse regarder aussi. Salut Christophe, selon toi, qu'est-ce qui manquerait à la pétanque pour être aux Jeux Olympiques? Alors tout d'abord, je pense qu'il manque un peu de rigueur par rapport à l'alcool, à la drogue. Surtout, on va dire niveau national, que ce soit niveau national, départemental, régionaux. Donc après, je pense qu'il devrait avoir plus de contrôle, je pense. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport aussi aux arbitres, avoir un peu plus de respect au niveau des arbitres. Comme quoi on voit dans tous les concours, voilà, quand même au Masters, il y en a un qui prend un carton jaune, l'arbitre se fait siffler. Donc je trouve pas ça normal. Donc après il y a faute, c'est comme au foot quoi. Donc après, quoi vous dire, je pense que déjà si on fait ça, ça sera déjà pas mal. D'accord. Pour toi Florence, on a posé on a posé une question sur la place de la pétanque féminine dans notre sport actuellement. Je te laisse visionner. Salut Florence, quel regard portes-tu sur l'évolution de la pétanque féminine? Pour l'instant, on est toujours en dessous des hommes. Médiatiquement, on commence à peine, je veux dire, à être reconnu. Donc si on parle de la partie médiatique, voilà, on commence à peine à être reconnu. Les compétitions, bien évidemment, c'est pas tout à fait pareil non plus.
Donc voilà, après, je ne parlerai pas de la partie financière, mais éventuellement on peut aussi. C'est un sujet qu'on peut aborder. Voilà, parce que c'est vrai que si on parle sur le nombre d'équipes chez les hommes dans un international, c'est normal que le cumul soit plus important que chez les femmes. Mais nous, c'est. Pour quelle raison? Au nombre d'équipes, on va dire, voilà, tout simplement. Pas spécialement. Voilà. Plus il y a d'équipes, moins il y a d'argent à gagner. Non, après, c'est la mise du départ qui met. Voilà, c'est ça. Qui est pas la même. Parce que s'il y a un 512 hommes et un 64 féminin, c'est clair que. Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'on ne joue pas. Dans la même cour? Déjà, oui, et puis pas spécialement. Pourtant, on pratique le même sport? Oui, mais bon, je pense que c'est pas encore bien ancré chez ces messieurs non plus. Donc voilà. Émeric, tu voulais réagir? Moi, je voulais réagir, surtout poser une question, mais une question globale, ainsi qu'en profiter. Il y a les champions aussi avec nous. Merci d'être venus. Serait-il pas mieux d'avoir de vraies divisions, comme un peu du style le foot ou la lyonnaise, éventuellement? La lyonnaise, voilà, très bel exemple. C'est d'avoir une 4e division, 3e, 2e, 1re division. Et pas certain. Non plus, je suis d'accord avec toi. Non plus. Après, non, mais c'est juste une question, un débat. Donc, comment tu ferais les concours alors? Parce que là, 512, ce serait limité déjà. Sur quels critères tu ferais les divisions? Tu veux dire, à la Lyonnaise, c'est pas pareil parce qu'au fait, eux, c'est un sport d'équipe. Ils jouent toute l'année ensemble. Donc, tu peux monter et descendre. Que nous, au fait, à la pétanque, on est pratiquement le seul sport où on peut jouer avec plusieurs partenaires ou coéquipiers tous les week-ends. Donc, tu peux pas faire un classement comme ça individuel. Donc, au fait, il faudrait faire des équipes. Et je pense que petits joueurs, des fois dans les nationaux et tout ça, sont contents même de jouer contre les grands champions. Des fois, ça arrive dans les poules, non, mais Christophe, oui, mais tu peux faire des catégories. Il y en a certains, ils sont contents direct. Faire une belle partie, ils sont contents. Et c'est le seul moment où peut-être qu'ils vont se voir plus proches en fait. Ou alors créer des compétitions, comme dit Christophe, avec des catégories limitées. Par exemple, les joueurs, comme nous, il y a 3 classifications, promotion, honneur, élite. Et pourquoi pas faire des nationaux élites réservés à l'élite. Nous, dans les concours, des fois on fait des réservations que pour les promotions, que pour les honneurs. Oui, ça se fait déjà. Mais... Après, ce qu'il faut bien entendre aussi, c'est que c'est le sport où on peut jouer contre un champion du monde à la première partie. C'est ça. Au tennis, on ne jouera jamais contre Nadal ou Federer au premier tour. De toute façon, on ne jouera jamais contre eux. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Donc après... C'est vrai, ça c'est une bonne. Et si on le fait chez les hommes, comment on va le faire pour les femmes? Déjà qu'on n'est pas nombreuses. Bien sûr. Donc là, je pense que ce serait compliqué aussi. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, bonne ou mauvaise, si on n'essaie pas, c'est vrai qu'on le saura jamais. Mais chez les hommes, c'est peut-être un peu plus facile que chez les femmes, puisqu'il y a beaucoup plus de licenciés masculins que féminins. Après, je pense, pour rebondir sur ce que tu disais, pour la différence au niveau du financier entre les filles et les hommes, il n'y a pas que dans notre sport. Je pense que c'est à l'image de la société en général. Encore aujourd'hui, on constate des différences de traitement et de salaire entre les hommes et les femmes, alors qu'ils sont censés faire le même métier. Donc je pense que la pétanque, ce serait bien d'arriver à comment dirais-je, à régler le problème, mais ça sera toujours en lien avec le reste de la société. Non, mais après, il faut dire, c'est que faut bien entendre aussi une chose, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent non plus. Ouais. Exactement. La différence, voilà, nous on parle parce qu'on est invité, donc voilà, on arrive à rentrer dans nos frais et on gagne un peu d'argent. Ça rendit bien la fin de mois. Les gens n'en vivent pas. Non. Et pour les gens qui ne sont pas invités, qui doivent payer l'hôtel, les frais de route, le restaurant, même en gagnant, ils rentrent à peine dans leurs frais. Donc après, j'ai un peu la solution, mais bon. La solution. Tu peux nous la donner. Non, mais on va dire après, il y a plusieurs débats. Vous allez me dire une chose. Alors, comment m'expliquer? On va dire augmenter déjà la mise de départ. Il y a plusieurs solutions. Soit on augmente, au lieu de mettre à 10 €, on peut mettre à 15 ou 20 €. Ou alors soit sinon on paye pas les sorties de poule. Alors après il y en a qui vont dire ouais mais nous petits joueurs on aime bien récupérer nos mises. Ouais. Donc après il faut savoir. C'est soit on dit pas comment on va dire de se gaver, mais de gagner un peu d'argent quoi. Au moins rembourser. Il faudrait qu'au fait en gros dès qu'on arrive en 8e de finale qu'on ait nos frais remboursés. L'hôtel, la restauration. Au moins qu'on soit à 0. Parce que pour des joueurs on va dire lambda, ça coûte de l'argent de se déplacer quoi. Énormément. Donc
Donc après augmenter, ouais, je sais pas, après, je sais pas ce Il y a que vous en déjà des pensez, mais- nationaux qui font ça, Oui. pas payer la partie après les poules. Dans le sud, J'ai Dans le sud. participé à un vote sur ça avec un autre joueur par rapport. Là, je peux pas en parler parce que c'est encore voilà. Et à la sortie, moi, j'ai voté, enfin, je le dis franchement, hein, pour que la partie après les poules ne soit pas payée. Mais même pas Parce après les que poules. non, mais déjà. Juste les sorties de poule. Oui, ça, bah, ça fait c'est ça. déjà. Oui, voilà. Mais la sortie Dès de qu'on poule. sort poule, l'argent, on va dire les 5 Oui, ou 6 c'est 000 euros, celle-ci. qu'on les rebalance à partir des C'est ça. huitièmes de finale. Parce que le petit joueur, quand il. 256 équipes que tu Après, c'est que 20 euros qui donnent un. Non, mais ça va permettre peut-être aux joueurs qui arrivent de temps en temps au bout du concours, qui ne sont pas spécialement des personnes connues, de rentrer dans leurs frais au moins une fois de temps en temps, et pourquoi pas. Après, Florence, tu vas, le comédie, le joueur lambda, il va encore dire c'est toujours que pour les gros. Exactement. Non, on a fait un sondage, alors j'ai participé à un sondage moi, avec la des joueurs de tous horizons. Mais après 20 et les euros, gens. est-ce que ça va changer quelque chose? Ben non, parce que les gens ils y sont pour le 20 euros week-end. après la sortie de poule. C'est rien. Oui, Mais 20 euros multiplié par 20 euros, 256, ils vont boire un ça coup fait un peu ensemble, d'argent. Ils sont contents, ils se sentent. Mais même tu peux me donner 200 euros, Damien, je vais pas te payer à boire, je vais pas te payer à boire. Oui, mais ça, je suis d'accord. Non, mais rien au problème. déjà, on débourse la même somme que ceux qui vont gagner. Donc, on se déplace, on a les frais d'hôtel, parce que quand on va dans les nationaux, on a les frais d'hôtel, on a les frais de repas. C'est vrai que le petit, s'il gagne même ne serait-ce que 20 euros, il sera content, entre guillemets, de gagner ça. C'est sa seule victoire, je dirais. Là, si tu lui prends l'argent et que tu lui mets sur la courge, là, si tu lui prends son argent et que tu lui mets sur la courge, il va pas être content. en plus. Mais bon, après, c'est quand tu vas de ce côté-là, t'es pas à 20 euros près. On n'a pas débattu comme ça. Déjà, quand ils tombent contre vous, ils arrivent avec un casque. Ça fait encore, ça fait encore des frais. Non, Hein. mais c'est quand même un budget c'est quand même un budget de faire un national ou un international quand même. Ah oui, sûr. Donc c'est pas. Ah, c'est sûr. C'est pour ça que quand on se déplace dans toute la France, on voit jamais les mêmes personnes. On est dans un groupe limité, on va dire. Je voudrais demander à Florence et à Christophe s'ils sont prêts à relever un petit défi. Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de sorcier. Un petit défi, on va faire une petite séance de tir à la sautée dans le boulodrome là-bas. Donc on se déplace, on y va. On peut s'entraîner avant ou pas, non? Moi, je le fais que si je suis sûre de battre. Avec le palmarès que t'as, je pense que t'es doré. Déjà, est-ce que vous acceptez ce défi? Ah bah oui. Bah oui. Eh ben on se retrouve sur les jeux. Allez, en avant. Allez. De retour sur le plateau de Touche pas ma pétanque avec Florence Chope et Christophe Sario qui sont amusés avec nous au jeu de la mariole. Quelles ont été vos impressions? Bah, c'était sympa. Ouais. C'est différent de la pétanque, mais bon. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'a rien dans la main. Donc, ça fait Je bizarre. retiendrai la victoire de mon adversaire. Hein. On a quand même mis une pièce sur Florence, c'est dommage. Ah oui, mais là, fallait me le dire avant, je vous aurais dit non. Hein. Après, Christophe reste un grand tireur, donc Ouais. finalement c'est. C'est pour ça, c'est logique, on va dire. Hein. Non, il n'y a rien de logique à la pétanque, tu sais. C'est ça, c'est vrai. Je crois qu'il y a Christian qui avait un petit cadeau pour vous. Un petit cadeau de la maison Mariole. Donc il nous a offert gentiment ses boules. Bah, C'est merci, gentil, c'est merci super beaucoup. sympa. Merci. Vous avez, Merci bien. profitez de la Je vais m'entraîner. Pour te battre. Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose un sujet important qui fait débat.
c'est la violence dans l'univers de la pétanque. Comme je vous le disais, on entend de plus en plus parler des mauvais comportements, de violence sur les jeux de pétanque. Est-ce que vous constatez, vous, cette augmentation? Cyrielle, toi qui étais au championnat du monde, est-ce que tu as ressenti là-bas une forme de violence? Non. Non, il n'y avait pas du tout de violence. Après, c'est pas au championnat du monde. C'est pas au championnat du monde que... C'est surtout sur les nationaux et les petits concours, on va dire. Oui. Les départementaux. Après, je pense pas que ça soit au championnat du monde qu'il faut poser cette question, quoi. Ouais, après, non. Mais est-ce que vous ressentez vraiment cette augmentation de la violence, Barbara? Alors après, moi il y a deux axes. La première chose, c'est que je ne suis pas certaine qu'il y ait une augmentation. Par contre, peut-être qu'on en parle un petit peu plus. Et ensuite, je voudrais quand même signaler que pour moi, c'est plutôt un sujet qui est sociétal, qui est pas lié qu'à notre sport. Parce qu'on entend souvent qu'il y a une augmentation dans la pétanque. Non, on l'a vu par le foot là il y a encore quelques jours. C'est un phénomène qu'on retrouve dans la société en général et dans le sport. Donc je trouve que c'est important aussi de le redire. Après derrière la violence, on peut mettre plein de choses. Donc la violence, c'est pas que les coups, c'est pas que les mots. Ça peut être aussi du harcèlement, que ce soit sexuel, ça peut être de l'intimidation, ça peut être du bizutage. Il existe plein de formes différentes de violence. Alors avec ou sans alcool, avec ou sans stupéfiants, qui touchent. Alors effectivement, c'est des facteurs qui sont aggravants et je rejoins Christophe sur le fait que pour moi aujourd'hui il faudrait plus de contrôle, que ce soit d'alcoolémie, de stupéfiants, parce que forcément ça exacerbe un peu toute cette violence. Mais la violence, on peut aussi en être victime et on peut aussi en être témoin. Et je trouve que des deux côtés, la violence, elle est intolérable. Mais ouais, qu'on soit victime ou qu'on soit témoin de tout ça. Après, si je peux me permettre, tu parles d'alcool et de stupéfiants, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a le Covid, l'argent, et je pense aussi au règlement qui est mal connu par les joueurs, et ce qui peut provoquer des frustrations, des désaccords et la montée d'adrénaline ou même de violence, au niveau verbal ou voire même physique. Donc, Christophe, je te sens un peu grincer des dents à ce sujet. Après, par rapport au règlement, après c'est pas la Fédé, ça doit être la Fédé internationale. Mais pour moi, en fait, il y a toujours des histoires par rapport au terrain, quoi. On touche le terrain, on bouche un trou, on met du sable. Donc du moment que moi je ferai un règlement, du moment qu'on jette le bouchon, on n'a plus le droit de toucher le terrain. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord aussi. Possible. Donc là, c'est voilà, déjà d'une, il y a ça. Après, il y a l'alcool. Après, la drogue, c'est autre chose. Mais rien que déjà pour l'alcool, moi je dirais que dès que tu arrives en 16e de finale d'un national, les deux équipes montent au podium, soufflent dans le ballon. Après, agréé par un médecin de la Fédé, évidemment, tu récupères l'argent du concours, parce qu'il y en a qui vont dire mais qui le paye? Donc de toute façon, vu qu'il n'y a pas grand chose à gagner au boule, donc t'enlèves 300-400 €, ça va pas se voir sur le concours. Et après, souffler dans le ballon. Si les mecs ont... Après, je dis pas tolérance zéro, évidemment, parce qu'il faut bien que les clubs vivent un petit peu, mais au moins 2 ou 3 bières dans la journée. Et si les mecs sont positifs, disqualification. Et là, je pense que... Je rebondis juste sur ce que vient de dire Christophe, c'est qu'avant, dans le règlement au niveau de la Fédé, étaient habilités à faire souffler uniquement des médecins du sport. Voilà. Depuis quelques temps, sont habilités à faire souffler les comités départementaux. Donc déjà, ça permet, et ça indique qu'on peut avoir beaucoup plus de contrôle, si on le souhaite, que ce qui a lieu aujourd'hui. Il faudrait peut-être que ce soit la fédération qui trouve un juste milieu pour... Mais après, moi je pense déjà... Il passe à côté, il fait putain, c'est bon. Ah ouais, non, mais il fait la fête, il revient Après, déjà, mal. pour le règlement et l'alcool, je pense qu'après, pour moi, il n'y aura plus d'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, c'est soit le mec, on va dire, il a bu un peu d'alcool, ou soit il a touché le terrain. Oui. Après, si on enlève ça, on ne peut pas s'embrouiller, parce que... Et quoi d'autre? Il n'y a plus lieu, c'est sûr. Il n'y a plus lieu de... C'est vrai que l'alcool, c'est... Ça, il n'y a que la fédération. L'alcool et la fumette. Et la fumette, ouais. Mais bon, ça, après, alors, par exemple, nous, au comité de l'Isère, lors des championnats départementaux, ils font souffler dans le ballon. Mais la fumette, ils n'ont pas le droit de contrôler. Ils n'ont pas le... Ils sont pas habilités à contrôler le shit. Quelle est la solution? J'en sais rien. Après, c'est peut-être aussi un moyen, après ça coûte un peu plus cher de contrôler tout ça, parce qu'il y a toutes les personnes... Non, mais d'autant que maintenant c'est légal.
Donc oui, maintenant que c'est légal, donc il y en a certains, ils disent ah bah non, c'est légal, je fume comme je veux. Donc là-dessus, ça n'a rien à voir. Je sais pas comment tu vas contrôler. C'est légal, hein. Oui, surtout pas. Donc voilà, c'est ça. Molécule de CBD. C'est ça, pas tout à fait la même chose. Après, comme on est quand même un sport, je fais un petit comparatif. Hein. Bien sûr, on va me dire, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais je cite le foot plutôt. Je pense pas. C'est une bonne comparaison. Je pense pas qu'au haut niveau, en Ligue 1 par exemple, je pense pas que les joueurs sont alcoolisés ou ont consommé des drogues avant de jouer leur partie. Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Si, il y a des contrôles. Pardon, mais il y a aussi le cadre qui n'est pas tout à fait le même dans le sens où dans notre sport, c'est quand même un rituel aussi que d'offrir à boire quand on a terminé. Je ne vais pas dire que l'alcool, elle fait partie. Après, on peut boire une mentalo. Oui, bien sûr. Pourquoi mais pas du coup, dans le foot, on n'a pas ce côté où on boit un coup ensemble après une partie. Il y a des régions où ça ne se fait pas du tout. Moi, je vais en vacances dans le sud. Pourtant, moi, j'aime bien. Hein. Mais voilà, on sait qu'on y va, tu vas faire tes parties de boules, mais tu ne vas pas boire un coup. Donc, pourtant, après, aussi bien toi, tu vas boire un coup là, tes adversaires, ils seront là. Mais ça se fait pas. Chez eux, ça se fait pas. Après, c'est pas la question de payer à boire, c'est la question que le mec, s'il veut boire, il boira. Voilà. Oui, non, ça, il faut faire des contrôles. Intensifier les contrôles alors dans ce cas. Non, mais arriver en 16e de finale, c'est la dernière partie. Tu vas pas faire ça après les poules et le mec après il va boire. C'est comme pour les contrôles de boules. Les contrôles de boules, ils font toujours le premier quart de finale. Donc tu sais que le premier quart de finale il était contrôlé et après, arrivé le deuxième, tu peux prendre des boules pleines. Moi, j'ai remarqué ça à plusieurs nationaux cette année. Donc je sais que le premier quart de finale, toi tu vas être contrôlé. J'ai été contrôlé 2 fois moi. 2 fois parce qu'on était le premier quart. Mais après derrière, en demi et en finale, il n'y a pas de contrôle. Ouais, mais dans ce cas, il faut qu'il change le mode de contrôle alors. Parce que sinon c'est prévoyant, c'est toujours pareil après. Si c'est toujours les mêmes qui sont contrôlés, du coup. Remarqué. C'est pour ça que pour moi, ça sera jamais olympique. Du moins qu'il y aura de l'alcool. Donc quelles sont pour vous les solutions justement? Interdire l'alcool sur les jeux? Non, tu peux pas interdire. Tu peux laisser aux personnes de boire une ou 2 bières. C'est pas ce qui va tuer la personne, je pense. Mais faire plus de contrôle. Véro? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Christophe, c'est-à-dire qu'au niveau du règlement, il faut vraiment que le règlement soit modifié dans ce sens. Par contre, je suis également... L'alcool, c'est vrai que c'est un problème, mais je ne pense pas qu'il faille supprimer complètement ça, parce que déjà, ça fait vivre des clubs. Et puis, c'est un moment convivial. Alors... Des clubs, une bouteille d'eau sur la calcul au coup de revient. Non, mais quand je dis l'alcool, on n'est pas obligé de... Oui, d'accord. Moi, personnellement, sur les grandes compétitions, je préférais qu'il y ait 0 alcool. L'alcool c'est une chose, mais il n'y a pas que l'alcool quand même. Moi, je le tiens à le dire. Et ce que a dit Barbara, c'est totalement juste, c'est-à-dire que c'est un problème sociétal. Oui, non, mais ça... Vraiment. Ça part de là, en fait. Je reviens là-dessus par rapport à interdire l'alcool. Si tu interdis, le club interdit l'alcool, bah, la personne, elle peut très bien venir avec une caisse de bière, c'est sûr. Une glacière. Le mec qui... Celui qui a envie de boire, il boit. Oui. Moi, j'apprécie l'alcool, mais je ne bois jamais pendant les parties, donc c'est après. Ton coffre est tout en pain. C'est toi qui dis ça. Est-ce que c'est pas plus les sanctions, c'est pas tant l'interdiction, c'est-à-dire de tolérer de l'alcool, mais par contre, à partir du moment où on est contrôlé, qu'il y ait réellement des sanctions qui soient appliquées et pour tout le monde. Voilà. Oui, mais après c'est pareil, c'est la tête du client, c'est voilà, c'est des contrôles au hasard. De partout, hein, je veux dire. Grands joueurs et petits joueurs. Tout à fait. Tu arrives en 6e de finale, il faut contrôler tout le monde. Voilà. Ouais, mais là vous parlez que, tu parles de 16e de finale, tu parles que pour les nationaux. Oui, voilà. Pour les championnats des clubs. À mon avis, c'est pas là où tu vois le plus de mecs bourrés. Enfin, j'en sais rien, mais moi je vois des. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal quand même. C'est dommage. Quoi. On en voit beaucoup dans les départements. Mais dans les départementaux, ça fatigue les gens, ça fait peur. Et après, par rapport aux sanctions. Il y a des personnes qui tiennent tellement l'alcool aussi qu'on ne voit pas. Oui, super alcoolisé. Exactement. Exactement, ça part de là. Moi je suis d'accord, on est animateur, on est quand même rémunéré, mais on est là quand même de 7h30 du matin et on termine à 23h le soir.
D'accord. Et quand on vous donne des fiches de jeu, des trucs comme ça, merci, ou quand on donne l'enveloppe, merci monsieur, je sais pas, je pense que c'est. Non, il n'y a pas, on prend l'enveloppe, on l'arrache et on s'en va. T'en as pas oublié un peu. Tracy voulait réagir à ça. Ouais, parce que moi, il y a 2-3 ans, quand j'étais licenciée dans la Loire, justement, j'avais fait le championnat doublette mixte et ils avaient contrôlé à partir des 16e. Ça veut dire ils te contrôlaient, si tu étais positif, tu passais pas le lendemain. Oui, mais ils contrôlaient tout le monde ou juste... Les joueuses et joueurs, les deux, toutes les équipes. Il y a eu 3 équipes disqualifiées. C'est bien. Mais c'était à la fin, ils contrôlaient l'équipe. Si tu étais positif, disqualifié. Si tu étais négatif. Et le lendemain, il y a eu 3 disqualifiés, 3 équipes. Oui, non, et c'est pas ça. C'est que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas fait de contrôle le lendemain. S'ils ne font pas de contrôle le lendemain, le joueur peut revenir alcoolisé le lendemain. En fait, Tracy, le jour où tu as été championne, c'est que tout le monde était bourré. C'est que tu as été championne direct en fait. Tu ne l'as pas dit ça. Je ne l'ai pas dit. Après, si je peux me permettre, il y a quand même des sanctions. Pour Anthony. Il y a quand même des sanctions prévues par la fédération. Je crois qu'il y a 9 niveaux, de 1 à 9. Et si je peux en citer 2 exemples, par exemple, un joueur qui insulte un officiel, officiellement, il risque 6 ans de suspension de licence et 500 € d'amende. Un autre exemple, s'il s'en prend physiquement, donc là on monte d'un niveau, on passe au niveau 7, il peut risquer 20 ans de suspension de licence et 1500 € d'amende. Est-ce que sur le terrain, la commission de discipline ou les arbitres appliquent vraiment les sanctions? Moi je me déplace dans toute la France, je vois des trucs et les arbitres ils ferment les yeux. Ouais, parce qu'ils ont peur. Voilà, exactement. Eh ben, cette émission touche à sa fin. Je voulais remercier déjà le public de nous avoir suivis. On peut les applaudir. Merci à tous mes super chroniqueurs d'avoir été là. Un grand bravo pour eux aussi. Merci à mes invités. Ibo Arslantas, encore bravo pour ta médaille. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine de Touche pas ma pétanque. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez jamais, touche pas ma pétanque, c'est comme taper gagner. Il faut jamais la manquer. Ciao. Saturday, Sunday, moi je vis d'amour et de pétanque, je vis comme si l'envie et l'espoir d'écrire mon histoire. Laissez-moi jouer, laissez-moi jouer, rêver ma vérité sans juger. Laissez-moi jouer, laissez-moi